Berset, le socialiste fribourgeois est élu. Ça y est, on y est, il y est. Alain a toujours été très ambitieux. Je ne dis pas qu'il s'est réveillé un beau matin en disant « quand je serai grand, je serai conseiller fédéral ». Mais ce qui est certain, c'est qu'une fois qu'il a choisi sa voie, il savait très bien qu'il voulait aller haut et rapidement. C'est un enfant de son époque, il comprend qu'on est dans un monde d'images. Il sait aussi que les médias, ça se flatte et ça s'intimide. Et si vous arrivez à faire un bon mélange des deux, on vous fichera la paix. Alain Berset est peut-être un peu le James Bond de la Berne fédérale. Il aime fumer des cigares, il aime les femmes, il pilote des avions. C'est comme James Bond, justement. Il ne respecte pas toujours les règles, mais il reste un héros pour la plupart des gens. Qui est-il vraiment, Alain Berset? Un virtuose de la politique et de l'image, mais dont la trajectoire ne finit pas aussi bien qu'elle a commencé. Nous avons voulu le suivre de près, mais il a juste accepté de nous accorder une longue interview. C'est donc par le regard croisé d'observateurs aguerris, d'amis et d'ennemis politiques que nous avons tenté de comprendre cette bête de scène aux multiples visages. J'ai informé ce matin la présidence du Parlement et également mes collègues du Conseil fédéral que j'avais prévu de quitter le Conseil fédéral à l'issue de la présente législature, à la fin de cette année. J'ai le sentiment, avec ces 12 ans, bientôt, c'est 11 ans et demi maintenant, d'avoir accompli ce qui était possible. En tout cas, j'ai vraiment essayé à chaque instant de tout donner. C'est très dur. Je vous dis franchement, quand j'ai été élu, je pense qu'on n'imagine pas le changement que ça fait. Et ce que j'ai certainement pas imaginé, c'est la brutalité que ça peut signifier. En termes de volume de travail, en termes de poids des décisions et des responsabilités. Et puis il y a une fatigue assez profonde qui s'installe quand même. Moi, j'ai besoin maintenant de me reposer, de respirer un peu, parce que cette fatigue, il faut un petit peu de temps, je pense, pour s'en remettre. Au sein du Conseil fédéral, il était très affaibli. Et cela devient difficile de gouverner ainsi. Correspondant à Berne de l'influent quotidien zurichois NZZ, David Biner a suivi les deux affaires qui ont plombé la fin du mandat d'Alain Berset. Il y a celle d'une ex-maîtresse qui a menacé de dévoiler leur liaison et qui a sérieusement écorné l'image, si lisse, du conseiller fédéral. Le problème, ce n'est pas qu'il avait une maîtresse, ça c'est une affaire privée. Le problème, c'est que ce conseiller fédéral, suite à un chantage, s'est rendu vulnérable. Et il est possible que cela ait pu nuire à l'exercice de sa fonction. Merci, Monsieur le Président. Nous concluons cette conférence de presse ici. On le verra, il est également au cœur d'un deuxième scandale, autrement plus grave, lié à des fuites d'informations confidentielles lors de la pandémie, des fuites organisées au sein de son département. Une drôle de fin de mandat pour un homme gourmand de pouvoir, mais qui quitte son poste par une porte plus petite que prévu. Hermès, ici! Hermès, retour! Pour comprendre l'homme au chapeau, nous rencontrons la dame au chapeau. Longtemps syndic de Villars-sur-Glâne, Erika Schneider est une personnalité connue dans le canton de Fribourg, dont le trajet politique a souvent croisé celui de la famille Berset. J'ai fait de la politique dans le Parti socialiste à partir de l'âge de 19 ans. Très vite, j'ai rencontré son grand-père, qui était un de ces premiers socialistes qui ont amené le parti à ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et puis ensuite, sa maman. Oh, on avait de bonnes relations avec Solange. Vous savez, Solange a présidé aussi le Parti socialiste. On a vraiment beaucoup milité à une époque où c'était difficile d'être membre du PS. Entre la mère et le fils, une relation forte, mais sur laquelle elle garde le secret. Aucun membre du cercle intime d'Alain Berset n'a d'ailleurs accepté d'interview. Hermès! Est-ce qu'il y a un clan Berset
Si vous pensez au clan Kennedy, je dirais non. Mais effectivement, ils ont la politique dans le sang, ça c'est sûr. Il faut aimer ça, il faut pouvoir la maîtriser. Il faut vraiment être né pour ça. Et je crois qu'Alain, il avait toutes ces qualités réunies pour arriver là où il est arrivé. Et c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, de très habile aussi, et je pense qu'il a aussi très bien manœuvré pour arriver là où il est. Bellefaux, à côté de Fribourg, c'est le QG familial, un terreau fertile, avec un grand-père et une mère qui ont tous deux occupé diverses fonctions politiques. Le petit Alain y grandit avec déjà un goût certain pour la compétition. Je dois avouer, ce qui me faisait rêver, c'était le sport, en fait. C'était l'athlétisme. Alors, j'ai pas eu assez de talent pour aller très loin, mais en même temps, j'ai beaucoup donné, beaucoup investi. C'était vraiment une partie importante de ma vie dans ma jeunesse. C'est un coureur de 800 mètres. Et un jour, il m'a dit, dans un 800 mètres, vous devez vraiment arriver avant le dernier virage et avant la dernière ligne droite en jouant placé, mais sans avoir dépensé la moindre énergie. Cela fait 30 ans que le journaliste Michel Guillaume couvre l'actualité fédérale et il a bien sûr suivi de près la carrière express d'Alain Berset. Ce côté sportif lui a enseigné ce goût du momentum. C'est quelqu'un qui a la science du momentum. Il sait quand il doit passer à l'action. Et on l'a vu à plusieurs reprises dans sa carrière politique. On l'a vu en 2003 dans l'élection au Conseil des États. On l'a vu en 2007 lorsqu'il a participé à l'éviction de Christophe Blocher. Et puis on l'a vu lorsqu'il a préparé minutieusement et soigneusement son élection au Conseil fédéral en 2011. Mais commençons par son baptême politique, pas vraiment glamour. On ne vous a pas demandé de rêver, on vous a demandé de faire une constitution. En 2000, il participe à la constituante fribourgeoise, sous l'œil attentif de son grand-père. C'est une assemblée de citoyens chargés d'écrire une nouvelle constitution. Il faut aimer ça. C'est des débats qui sont aussi parfois assez techniques, assez difficiles à faire passer. On parle pas mal de droit aussi. L'impression qu'il m'a laissé, c'était celui de premier de classe, de quelqu'un de très sérieux, qui avait déjà une solide connaissance de ce dont il parlait. Rédacteur en chef de La Liberté pendant 11 ans, Louis Ruffieux a suivi l'éclosion du Poussin Berset. Ça a été en fait l'acte de naissance politique d'Alain Berset qui a été élu au sein de cette constituante, où il a d'ailleurs rencontré celui qui allait devenir son ami très cher, Christian Levrat, et les deux ont fait la paire depuis ce moment-là. Souvent, on les retrouvera, copains comme cochons, unis pour monter au front et défendre les propositions socialistes. C'est vous, Pierre Berset, qui avez lancé cette polémique. Vous l'avez mis très haut, Pierre Berset, cette TVA. Alain Berset. Pardon, Alain. On t'a invité les deux à Infrarouge contre Pelli et Maudet. Puis se posait la question de savoir lequel des deux allait devant et lequel derrière. Et au final, on avait trouvé que c'était une meilleure idée que j'aille devant parce que j'étais un sauvage et que j'arriverais bien à me faire respecter puis à faire respecter mon temps de parole et le sien. Nous considérons que la TVA n'est pas un impôt social. Si j'étais devant pour faire un peu barrage et puis que si lui pouvait expliquer les choses depuis derrière, que si on faisait l'inverse. Ouais, c'est exactement. Ça avait assez bien marché. Oui, ça avait marché parfaitement. Ils avaient explosé, en fait. Un boys club de 2 membres parfaitement complémentaires sur la scène politique. Ils sont très proches. En 2003, les deux font campagne pour l'élection fédérale. Alain Berset accède au Conseil des États, Christian Levrat au National. Ils font donc chambre à part, mais ils lient quand même leur destin, ils harmonisent un peu leurs ambitions. L'un, Levrat, visera la présidence du Parti socialiste et l'autre le Conseil fédéral. Conseil fédéral, rien que ça, quoi. Et ça marche. Donc c'est vraiment un tandem qui savait ce qu'ils se voulaient, ils ont fonctionné ensemble. Absolument. Alors est-ce qu'il y a une part de légende qui a grossi après la réussite de ce double destin? C'est possible, mais je crois qu'il y avait une détermination très forte au départ, oui. Son premier job politique, ce sera conseiller personnel du socialiste Bernard Seguel, alors conseiller d'État à Neuchâtel. Nous sommes en 2001. Je pense qu'il a trouvé dans ce poste de conseiller stratégique un poste qui était au cœur du pouvoir de décision et de création de projets.
Il m'a fait beaucoup confiance, il m'a donné pas mal de marge de manœuvre pour l'accompagner au mieux. Et moi, j'ai trouvé cette délégation, cette confiance qu'on peut donner aux gens autour de soi. Une fois qu'on les a choisis pour travailler ensemble, on peut les laisser travailler. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi. Il a pris conscience que c'était vraiment dans des postes d'exécutifs, qu'ils soient cantonaux ou fédéraux, qu'on pouvait influer directement sur le cours des choses. La suite logique, c'est qu'il se lance lui-même en politique. Il vise haut puisqu'il se présente directement à une élection fédérale. Nous vous emmenons ce soir dans le canton de Fribourg. Ils sont 5 candidats au Conseil des États pour 2 sièges. Du côté socialiste, Alain Berset, économiste, chef du groupe socialiste à la Constituante. Dans cette première campagne politique, il est aidé par Laurent Monard. À l'époque, ce communicant travaillait pour l'agence de Jacques Séguéla, le publicitaire rendu célèbre par sa campagne pour François Mitterrand. Ouais, c'était il y a 20 ans en fait. Alors on a appliqué la méthode de Séguéla. En 2 mots, c'est vendre un candidat politique comme une star, avec un slogan fort. J'avais défini la star stratégie pour Alain Berset. J'ai remarqué que c'était vraiment un homme d'action. Et puis il avait ses convictions, qui étaient forcément le socialisme. Donc en fait, on a conjugué tous ces éléments-là qui se sont traduits justement par un acte de création publicitaire avec un slogan qui était « Agir autrement ». Il lui propose un premier projet d'affiche plutôt tranchant, mais il doit revoir sa copie. Donc on est venu avec une image un peu plus conservatrice. Il a voulu garder quand même quelques cheveux. C'est clair qu'à l'époque, le souci, c'était son jeune âge. Et je pense que le fait d'avoir justement ses cheveux, ça donnait une image de quelqu'un peut-être d'un peu plus âgé. Ce qui est étonnant, c'est que l'image de gauche, on le reconnaît quand même beaucoup plus. Aujourd'hui, finalement, c'est plus lui. Vous l'avez vu, lui avant lui. C'est vrai qu'on peut voir ça comme ça. Un deuxième tour qui a tout d'un duel entre le radical... La campagne fonctionne. Alain Berset, l'inconnu de 31 ans, écrase son opposant radical au deuxième tour. L'animal politique commence à prendre du muscle. Alain Berset. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Votre slogan, Monsieur Berset, c'est de dire « Je vais faire de la politique autrement agir au autrement. Conseil des États ». Alors, qu'est-ce que c'est agir autrement ? Au soir du 9 novembre 2003, le voilà catapulté dans les hautes sphères fédérales. Ce qui m'a particulièrement aidé, c'est le sport. J'ai fait de l'athlétisme pendant très longtemps, en compétition au niveau national jusqu'à l'âge de 25 ans. Et puis, c'est très exigeant quand on fait de la compétition. Ce soir-là, on découvre sa femme Muriel. C'est la personne qui, pour moi, a un des plus grands sens de l'humour. Et puis justement, c'est ce qui m'étonnait beaucoup en le voyant les premières fois à la télévision. Il avait l'air effectivement un peu coincé, sérieux. Moi, je suis en admiration devant lui. C'est un homme brillant sous tous les rapports. Et puis, je n'ai pas peur qu'il attrape la grosse tête, justement, parce que ça serait la pire des choses pour moi. Dès son arrivée au Conseil des États, il sait que pour avancer, il lui faut cultiver un bon réseau politique. C'est quelqu'un qui s'est très rapidement levé dans le moule du Conseil d'État. Il en a adopté les codes. Ses pairs l'ont plus qu'adopté. Les décisions mal communiquées... Pour s'imposer au Conseil des États dans ce grémium de pairs de la nation et qui sont là souvent depuis de nombreuses années, quand on n'a pas 40 ans, c'est pas évident. Jean-René Fournier, c'est l'ami improbable, un PDC valaisan conservateur et fervent catholique, mais qu'il a su séduire. Il faut non seulement montrer patte blanche, donc le respect de ses pairs, mais il faut aussi surtout bien travailler ses dossiers puis essayer de s'exprimer d'une façon intelligente sur les différents votes qui sont proposés au Parlement. Et puis il y avait Alain Berset à la buvette du Parlement, la main dans la poche, le sourire aux lèvres, à discuter et même parfois à faire des calembours, mais même sur des dossiers relativement sérieux. Mais c'est avec son allié naturel Christian Levrat, élu au Conseil national, qu'il élabore un plan ambitieux, résumé dans un livre commun. Leur but, c'est carrément d'évincer Christophe Blocher du gouvernement. Selon eux, le grand boss de l'UDC, élu en 2003 au Conseil fédéral, bloque tout changement. Les 4 ans écoulés ont montré un blocage politique majeur. La Suisse n'avance plus dans les réformes nécessaires, dans des réformes fondamentales sur le plan social, sur le plan économique. Cette immobilité est dangereuse.
Eh bien, ça va bouger. Souvenez-vous du 12 décembre 2007. Christophe Blocher vient d'être déboulonné par le Parlement. C'est un petit groupe de députés qui est à l'origine de ce coup historique. Alain Berset, ça fait aucun doute qu'il a joué un rôle actif dans la destitution de Christophe Blocher. Ce qui s'est passé, c'est que durant toute la journée du 11 décembre, tout le monde se posait la question de savoir qui serait le candidat des gens qui voulaient évincer Christophe Blocher. Mais c'est seulement vers 1h30 du matin au Bellevue que quelqu'un m'a dit « on n'a jamais été aussi près de gagner ». Le Bellevue, c'est cet hôtel à 2 pas du Palais fédéral. Dans le petit groupe de politiciens qui visent l'éviction du conseiller fédéral Blocher, on voit Christian Levrat aux côtés d'élus PDC et Verts. Et à ce moment-là, j'étais persuadé que Christophe Blocher serait évincé tout simplement parce qu'à l'UDC, il se méfiait de rien. Donc il faut s'imaginer qu'à l'UDC, ils étaient un étage au-dessus, ils avaient loué une salle un étage au-dessus du Bellevue et personne n'a rien vu venir, quoi. Et c'est pour ça qu'ils ont été à ce point-là traumatisés, quoi, et qu'ils ont parlé de coup d'État. Est élu avec 125 voix. Gewählt ist mit 125 Stimmen. Madame Widmer-Schlumpf. Alain Berset, je pense qu'il a joué un rôle, mais beaucoup plus effacé évidemment que celui de Christian Levrat. C'est là qu'ils ont toujours été complémentaires. Christian Levrat, c'est le cogneur, c'est le débatteur, il a la politique jouissive. Alain Berset, plus mesuré. Je peux imaginer qu'il devait être parfaitement au courant de ce qui se tramait, mais qu'il fallait le préserver de toute façon dans la perspective d'une éventuelle élection au Conseil fédéral. C'est quelque chose qui lui a valu des solides et tenaces rancunes. Je pense bien qu'il y a toujours ça sur l'estomac. Ça a été considéré comme un crime de lèse-majesté par tous ceux qui adulent Christophe Blocher. C'est des gens qui ont la rancune bien chevillée au corps. Vous savez, la rancune, je pense que la rancune ronge ceux qui la tiennent. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, eh bien, dans une démocratie, on doit quand même considérer qu'il doit pouvoir arriver que l'autorité qui est légitimée pour une décision la prenne. Moi, j'étais membre du Parlement à l'époque, vice-président du groupe socialiste. On n'a jamais fait mystère qu'on ne soutenait pas Christophe Blocher. À partir de là, ça fait partie de la politique. Les UDC, fidèles à Christophe Blocher, ne l'oublieront pas. En attendant, tout va très vite. En 2008, Alain Berset monte au perchoir du Conseil des États, adoubé par ses pairs et fêté par sa famille. C'est une grande étape, une grande responsabilité, mais je suis sûre qu'il s'en sortira très bien. Tout juste 3 ans après sa présidence du Conseil des États, il sera en pole position pour accéder au Conseil fédéral suite au départ de Micheline Calmiret. Résultat, le tenace socialiste Pierre-Yves Maillard est évincé par le socialiste qui rassure les bourgeois. Un résultat très attendu, c'est peut-être le grand moment de suspense de cette matinée. Gewählt ist mit 126 Stimmen. Est élu avec 126 voix. Alain Berset. Alain Berset, le socialiste fribourgeois, est élu. Ça y est, on y est, il y est. Ça fait quand même 30 ans que je suis au Palais fédéral, ici en tant que correspondant. Donc j'ai vécu une vingtaine d'élections de conseillères et conseillers fédéraux. Et puis c'est probablement la personne qui a le plus aimé le pouvoir. Et non seulement il aime le pouvoir, mais il en jouit et il le montre. Ce qui déplaît beaucoup en Suisse allemande, parce que c'est un pouvoir à la française, avec les quelques privilèges qui vont avec. Les Suisses adorent dire que leurs conseillers fédéraux prennent le bus. Et bon, Alain Berset, lui, prend la limousine, quoi. Vous savez, j'ai jamais eu de problème à dire clairement que si je voulais entrer dans une activité, par exemple le Conseil fédéral, d'abord que je le voulais vraiment,
J'ai jamais joué le jeu de dire oui, j'ai pas tellement envie, mais on me demande, alors je vais me sacrifier. Donc j'ai dit je le veux vraiment. Pourquoi ? Pour maximiser une influence dans la réflexion sur l'organisation de la société, oui. J'y vais pas juste pour rien faire, mais pour maximiser cette influence. Si ça, c'est aimer le pouvoir, si vous voulez. Mais moi, je l'ai pas fait pour avoir un titre. Je l'ai fait pour pouvoir faire bouger des choses. Et aussi parce que, naturellement, sur le plan intellectuel, c'est extrêmement passionnant. Ouais, c'est extrêmement intéressant. Donc j'ai été, encore une fois, là aussi, très direct, probablement authentique ou assez authentique. J'ai pas essayé de cacher ça. Alain Berset continue à soigner son image dans les médias. À peine élu, il veut se faire connaître partout en Suisse, histoire d'établir un lien fort et direct avec le public. Et pour cela, rien de tel que l'émission de Yass de la télévision alémanique. Sie werden das hinkriegen. Was meinen Sie? Einmal. Nicht so einfach. Wissen Sie, im Bundesrat sind wir schon angewöhnt, zu diskutieren und nicht so stark zu schlagen. Drauf! Geht ja! Super schön. Oh ja. Ceci dit, ses collègues du Conseil fédéral ne l'ont pas épargné en lui confiant dès son arrivée le département de l'Intérieur, presque une sorte de cadeau empoisonné. Alors, c'est un département mammouth, où il y a toutes sortes de choses dedans, et en particulier, il y a des sujets qui sont très délicats, par exemple, l'assurance sociale, l'assurance maladie, il y a la culture, enfin, toutes ces choses-là, qui rendent ce département absolument ingérable. Erika Schneider y a travaillé pendant plus de 30 ans, notamment en tant que chef de secteur à l'Office fédéral des assurances sociales. Dans ce département, j'ai eu, moi, affaire à 5 conseillers fédéraux différents. Il y a des conseillers fédéraux qui gèrent ce département un peu à la militaire. Et il y en a d'autres... C'était le cas d'Alain Berset ? C'est pas un militaire, mais lui, c'est un type qui doit tout maîtriser, tout gérer. Et donc, il est extrêmement exigeant envers ses collaborateurs. Vous demandez beaucoup à vos équipes ? Je crois, oui. Oui, je crois. Je pense être assez exigeant envers moi-même. Ça ne veut pas dire que je fais tout juste tout le temps, pas du tout, hein. Mais je demande beaucoup à tout le monde, oui. Ok, alors, on va commencer tout de suite. Une exigence de niveau, mais qu'on avait globalement, je pense, ou qu'on a globalement comme équipe. Et il y a certainement eu des moments où je n'étais pas le plus agréable à vivre, certainement, oui. Mais tout le monde n'a pas le même rythme. Et puis, quelquefois, ça l'énerve. Et quand ça l'énerve, il peut être assez désagréable. Vous l'avez vécu à l'intérieur du département fédéral de l'Intérieur vous-même ? Pas à mon égard, parce que, bon, c'est un peu difficile de me faire faire ce que je ne veux pas faire. Et ça, Alain l'a très bien compris. Mais avec d'autres personnes, je sais qu'il les a mis très mal à l'aise. Vous avez prévu L'un des projets les plus importants de son mandat, sur lequel il va intensément mobiliser ses troupes dès son arrivée, c'est la réforme de nos retraites. Il a sa vision des choses. C'était de dire, dans le système de prévoyance vieillesse, on ne vit pas d'articles de loi ou d'ordonnances. On vit de francs et de centimes à la retraite. Et à la fin, ce qui est important, c'est que tout le monde ait de quoi vivre d'une manière digne. Et donc, il fallait pour ça réformer ensemble le premier et le deuxième pilier. C'était ça le point de départ. Ben de nouveau, là on voit le sportif, vous voyez, qui dit, bon, ok, le défi, c'est de réformer parallèlement l'AVS plus la prévoyance professionnelle. Tous les observateurs ont estimé que c'était un projet beaucoup trop ambitieux et qu'il était voué à l'échec, quoi. Voilà le projet. Et lui, il a dit, ok, on y va. En 2013, je me rappelle que le Blick a titré « Berset contre tout le monde », tellement tout le monde était persuadé que ça échouerait. Alors évidemment, tout le monde l'attend sur ce domaine des assurances sociales, mais il est important de dire aussi qu'il hérite aussi des dossiers des décennies précédentes. Le professeur Mathieu Leim-Gruber s'est spécialisé dans les assurances sociales et leur gestion par le Conseil fédéral.
C'est difficile pour une femme ou un homme du Parti socialiste de laisser son empreinte dans un collège exécutif qui est structurellement dominé par des partis bourgeois, face à un Parlement et une Assemblée fédérale qui est également structurellement dominée par des partis bourgeois, où évidemment le Parti socialiste joue un rôle important comme deuxième ou troisième parti du pays, mais les marges de manœuvre sont limitées. Dans une réforme, il y a effectivement une étape déterminante, s'assurer une majorité au Parlement. C'est là que ça coince. Alain Berset a le soutien des socialistes et du centre, mais pas celui des deux grands partis de droite, l'UDC et le PLR. Peu à peu, Berset a remonté la pente. Il a vraiment discuté avec tous les élus, soit autour d'un café, soit lors d'un petit déjeuner, soit avec une bouteille de rouge. Mais il a réussi à entreprendre un travail de conviction qui a fait qu'au bout de ces 5 ans, finalement, il a gagné au Parlement. À la surprise générale, et pour une voix, il a gagné au Parlement. Et puis le résultat tombe, sans une voix. Son projet de réforme, qui contient déjà le passage à 65 ans de la retraite des femmes, doit être soumis au peuple. Alain Berset se lance à corps perdu dans la campagne. Face à lui, non seulement l'UDC et le PLR, mais aussi une partie de son propre camp, qui lui reproche d'être un socialiste trop bourgeois, rose pâle en quelque sorte. Alain Berset s'est fortement investi. Il a repris à son compte le discours de la droite. Il a cautionné aussi ce discours. Féministe engagée, Michela Bovolenta a lutté avec d'autres syndicalistes suisses romands contre les réformes Berset, qui, d'après elle, négligent les femmes au travail pénible et précaire. On a vu certains conseillers fédéraux traîner les pieds lorsque l'objet qu'ils devaient défendre en votation populaire ne correspondait pas aux souhaits ou aux positions de leur parti. Là, il avait certainement une marge de manœuvre pour faire les choses, en tout cas, autrement. Le suspense aura été de courte durée. On est arrivé en votation populaire et là, il a perdu pour 2%. Vraiment, pour très peu de choses. On s'attendait à un résultat serré. Ce soir, il est clair, près de 53% des votants ont rejeté ce dimanche la réforme des retraites. Évidemment, c'est le nom de gauche qui a été fatal à Alain Berset. Et j'ai trouvé malgré tout que c'était le meilleur Alain Berset que j'ai vu de toute sa carrière politique parce qu'il s'est battu, il a été fidèle à ses convictions. Monsieur le Conseil fédéral, bonsoir. Bonsoir. Votre grande idée, c'était de réformer en même temps l'AVS et le deuxième pilier. C'était votre stratégie. Vous admettez une erreur ce soir? Non, un échec. Un échec, ça n'a pas marché. C'est peut-être votre plus gros regret ou déception de ces 12 années? Ah oui, probablement, oui, parce que c'est vraiment un projet dans lequel j'ai mis tout ce que je savais faire. Pas tout seul, pas tout seul, avec le Conseil fédéral, avec toutes les équipes, et surtout après avec le Parlement. J'ai toujours fait de la politique en sachant que même si je mets 6 ans d'activité et d'engagement maximal dans un projet, il peut évidemment être rejeté à la fin. Ça fait partie de notre ADN politique. Et donc, ouais, si on doit parler d'échecs un peu cuisants dans ces 12 années, ce serait sûrement celui-là, ouais. Ça, je pense, c'est un échec historique et tragique, parce que ça a permis après l'augmentation de l'âge des femmes sans compensation. Cédric Vermouth, le jeune coprésident du Parti socialiste, côtoie Alain Berset depuis plus de 10 ans. Et malheureusement, moi je pense le nom aussi, qui venait aussi d'une partie de la gauche, était une erreur capitale en croyant qu'après on aura une meilleure révision sur la table avec une majorité bourgeoise au Parlement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. C'est historique. La Suisse prend une décision majeure aujourd'hui, réformer l'AVS. Les femmes vont travailler jusqu'à 65 ans. 5 ans plus tard, les femmes prennent cher, effectivement. C'est Alain Berset qui a conduit la campagne sur cette réforme séparée de l'AVS. C'est oui à 50,6% des voix. Est-il devenu avec cette réforme un ministre socialiste qui trahit son propre camp? A-t-il franchi une ligne rouge? Je ne sais pas si M. Berset a des lignes rouges le concernant. En ce qui nous concerne, oui. Il faut rappeler dans ce cadre que c'est la première réforme qui est réussie depuis plus de 25 ans maintenant. Peut-être qu'il le vit comme un succès, mais pour les salariés, c'est une défaite. En premier lieu pour les femmes, puisqu'elles devront travailler une année de plus. Et c'est une défaite aussi plus large. Alain Berset a ouvert la boîte aux Pandore et puis c'est vers les 66-67 ans que la droite veut nous amener.
Ici, le climat est aussi glacial, mais bien moins tourmenté. En 2018, Alain Berset entame sa première année présidentielle. Elle commence par une rencontre avec le président Trump à Davos. Un rendez-vous préparé minutieusement et qui sera suivi, comme tous les autres cette année-là, par un photographe particulier. Dans beaucoup d'autres pays, il y a des photographes qui accompagnent les présidents. Ils font partie de leur entourage. C'est le standard. Peter Klanzer travaille à Berne depuis 2006 pour l'agence Keystone. Il propose à Alain Berset de le suivre pendant une année, y compris dans les coulisses. Les photos seront réunies dans un livre. Ce sont souvent des moments très intéressants dans la vie d'un président. Mais en Suisse, ça ne se faisait pas. Il fallait bien sûr quelqu'un qui ait envie de participer à ce projet. Et Alain Berset est très ouvert aux images. Je pense que cela montre surtout que M. Berset a peut-être compris mieux que quiconque l'importance que peut avoir l'image d'un homme politique. Il y a aussi la photo de lui où il regarde au loin à travers le hublot de l'avion. C'est le James Bond philosophe qui regarde le monde, qui réfléchit alors que le soleil couchant se reflète sur son visage. Je pense qu'il fait cela intuitivement, tout en étant conscient de l'effet que font ces images. C'était à New York, pendant l'Assemblée générale de l'ONU, et c'était pendant une pause. C'était le seul endroit à l'ombre, et on s'est dit spontanément, on s'assoit là. L'image d'un président suisse modeste fait le tour du monde. C'est peut-être un hasard, mais je ne crois pas aux coïncidences en politique. Et certainement pas avec Alain Berset. Il faut aussi dire qu'il a un sens de l'esthétique, un sens pour la beauté. Et c'est peut-être plus marqué chez lui que chez Guy Parmelin. Un sens pour la beauté qui tombe bien. Dans son département, en plus de la santé, des assurances sociales, de la sécurité alimentaire, de l'égalité homme-femme, de la météorologie, de la statistique, des archives fédérales, il est aussi responsable de la culture en Suisse. La culture avait une place dans ma vie extrêmement importante avant que je fasse de la politique, avant que je sois au Conseil fédéral, et c'est un élément qui va rester essentiel après. Parce que la culture, c'est plus important que tout. Pas le formuler comme ça. C'est une question d'identité. La réflexion sur un texte ou bien la visite d'une exposition. Que Uyuni, c'était une mer, la mer a séché. Permettez que je le touche? Oui, bien sûr, vous pouvez même le lécher. C'est l'installation la plus léchée de la Biennale. Oui, non, mais ça va pas du tout, ça. C'est du sel. C'est du sel. Le miroir que ça nous renvoie, la réflexion que ça peut nous pousser à faire est en fait essentiel pour vivre. Et puis, tout s'arrêta, sauf Alain Berset. La pandémie en fera l'un des ministres les plus puissants de notre histoire, le Conseil fédéral ayant pris les pleins pouvoirs. L'histoire nous montre que c'est souvent dans les grandes crises que se révèlent les hommes d'État. Je crois que c'était le cas pour Alain Berset. Mesdames et messieurs, nous avons fermé les écoles, nous avons limité la vie sociale, nous avons pris des mesures extraordinaires. Restez à la maison pour protéger votre santé. On l'a vu quand même garder beaucoup de prudence et d'humilité face aux inconnus de cette pandémie. D'un autre côté, être déterminé au moment de la prise de mesures, parfois extrêmement douloureuses pour toute la population. Je pense que la période Covid a certainement fait de lui un personnage un peu plus clivant, puisque les décisions qui ont été prises étaient des décisions très autoritaires. C'est un peu comme en cas de guerre lorsqu'on nomme un général, c'est un peu le général du Conseil fédéral. Un général qui a la phrase culte. Nous souhaitons donc agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Il faut reconnaître qu'il a eu une très forte écoute pendant cette période-là. Lui-même a beaucoup écouté la population, l'économie, etc.
Là, il a plutôt bien fait son travail. Et il a compris la dimension de la tâche et sa responsabilité. Non, il était une speaking météo qui a annoncé des pourcentages, des taux de contamination. C'est pas lui qui avait fait le prompteur, c'était des instituts qui s'occupent de sciences, c'était l'OMS, c'était ses services. S'opposant aux lois Covid, l'ex-conseiller national UDC était l'un des contradicteurs les plus acharnés d'Alain Berset. Non, il n'a pas été un leader du tout, il n'a rien incarné d'autre qu'un joli visage auquel chaque citoyen se rattachait mercredi après mercredi pour savoir quel degré de liberté ses excellences de Berne allaient lui concéder la semaine suivante. Et c'est pas du leadership, c'est de la gestion d'un pouvoir excessif par quelqu'un qui était lui-même totalement dépassé par ce qui se passait. Sur le plan personnel, ça a été d'une brutalité, pour moi, sans commune mesure. J'ai pas de point de comparaison. J'aurais jamais imaginé que ça puisse être si dur, en fait. J'étais pas seul, heureusement, aussi avec les équipes. Mais ça a été extrêmement dur. J'aurais jamais imaginé pouvoir travailler autant, devoir supporter autant de pression, de menaces, de critiques, et d'être dans le fond un peu le réceptacle de tout ce problème sociétal global. Ça, c'est difficile. C'est dans ce contexte qu'est révélé le chantage dont a été victime Alain Berset. Plusieurs rédactions étaient au courant, mais c'est la Weltwoche, l'hebdomadaire proche de l'UDC bleuchérienne, qui décide de rendre l'affaire publique. Mesdames et messieurs, chères lectrices et lecteurs de la Weltwoche, bienvenue. Son rédacteur en chef, qui a refusé notre demande d'interview, anime chaque jour son émission sur le web. Tout d'abord, l'affaire du chantage. Il y a 1 an, le conseiller fédéral Berset a déposé une plainte pénale contre une personne qui tentait de le faire chanter, avec des documents, des messages et des photos d'elle et d'Alain Berset. Un deuxième article révèle que cette personne est une ex-maîtresse du conseiller fédéral. Cette femme a été écrabouillée avec toute la puissance de l'appareil d'État. Cette femme a été écrabouillée. Elle a été placée en garde à vue par les troupes de Berset, par une troupe de police d'élite. Cette mère célibataire de 33 ans à l'époque, par ailleurs une artiste suisse connue, a été embarquée comme une terroriste. Et dans ce climat d'intimidation, elle a livré des informations dans le cadre de l'enquête pénale. Nous avons pu consulter tous ces documents. La Weltwoche laisse entendre qu'Alain Berset aurait pu abuser de son pouvoir pour régler cette tentative de chantage. On y sent comme une petite envie de faire tomber le socialiste. Souvenez-vous de 2007 et du rôle d'Alain Berset dans l'éviction de Christophe Blocher. Et puis il y a ce petit goût de rancune de la part de ces UDC bleuchériens. J'ai du mal à imaginer beaucoup d'innocence dans le travail de la Weltwoche. C'était une attaque politique, parce qu'on voyait très bien qu'au niveau politique, ils n'arrivaient pas de faire changer la ligne politique, surtout sur le Covid. Dans les faits, c'est toujours des campagnes assez dégueulasses, pour être honnête, contre le Conseil fédéral, parce qu'on n'aimait pas sa popularité, parce qu'on essayait de contredire l'image d'un homme fort au Conseil fédéral qui avait une certaine influence. Nous, on a toujours défendu Alain Berset, je continue de le faire. On est tous des êtres humains avec des défauts, ça fait partie de la réalité. Au final, une enquête du Parlement blanchit le conseiller fédéral de tout abus de pouvoir. Il n'a pas utilisé les moyens de l'État de façon disproportionnée, ni de façon illégale, pour régler son problème personnel. Il y a un peu des moments où tout est permis. Ça, c'est un peu la difficulté qu'on a quand on est actif en politique, c'est qu'on ne peut pas beaucoup se défendre, en fait. On doit traverser. Tenir le coup et traverser le truc. Mais certaines questions restent sans réponse. Qui a remis le dossier pénal à la Weltwoche? L'ex-maîtresse, qui est revenue sur certaines accusations après son interrogatoire par la police fédérale,
a-t-elle subi des pressions? Au regard des grands principes du Parti socialiste et aussi au regard de la question d'égalité des sexes, je dirais quand même qu'on pourrait qualifier son comportement comme un comportement masculin très toxique. Bien sûr, chaque conseiller fédéral a le droit à une vie privée, c'est évident. Mais un conseiller fédéral doit veiller à ce que le bon exercice de sa fonction soit garanti, et même plus, qu'il ne soit pas mis en danger. Dans ce cas, on peut peut-être dire que M. Berset a mis en péril le bon exercice de sa fonction, et cela un peu à la légère. Mais auprès du public, l'image d'Alain Berset demeure sauve. En 2023, il entame sa 2e année présidentielle en étant l'un des 2 ministres les plus populaires du gouvernement. Mais déjà, il est rattrapé par une nouvelle affaire. Maintenant, il y a les Corona Leaks. Et les Corona Leaks, c'est autre chose. Les Corona Leaks sont vraiment la traduction d'une relation complètement incestueuse, au sens évidemment métaphorique du terme, entre un département fédéral, entre Alain Berset et son chef de com, Peter Lauener, et puis un groupe d'édition, Ringier en l'occurrence, qui reçoit systématiquement des fuites avant des séances du Conseil fédéral. Peter Lauener est un chef de com réputé pour son efficacité, un vrai spin doctor. Pendant la crise du Covid, il a envoyé plus de 180 mails au directeur du groupe Ringier, qui édite entre autres le Blick. Le grand quotidien populaire publie plus d'une fois, et en exclusivité, des mesures anti-Covid proposées par l'équipe Berset. Les articles ont souvent été publiés la veille de la séance concernée. Le plus important reproche que l'on puisse faire à Alain Berset tient à cela. Il a peut-être influencé le travail du Conseil fédéral en sa faveur. Comprenez ça ainsi. Si je veux qu'une mesure obtienne une majorité, ou l'opposé d'ailleurs, je peux éventuellement faire pression en arrivant à faire publier un article à l'avance. Et ça peut poser un problème pour le bon fonctionnement du Conseil fédéral. Ça, c'est totalement inadmissible. Ça, c'est totalement inadmissible dans une démocratie. Le problème, c'est que maintenant, il y a une commission de gestion qui s'est emparée du dossier. Donc, il est difficile de croire, honnêtement, il est difficile de croire qu'Alain Berset n'ait rien su de ces fuites systématiques. Mais le problème, c'est que ce sera très difficile à prouver. Mise en place par le Parlement, cette commission de gestion était encore en train d'enquêter sur l'affaire et le rôle d'Alain Berset dans ces fuites lorsque nous avons tourné ce reportage. Je m'en suis toujours remis aux institutions et puis il y a un moment pour travailler dans le cadre des institutions, puis un moment pour parler et puis évidemment il faut maintenant les laisser produire leur travail. Vous étiez au courant de ces fuites ? Je vous ai dit, je ne vais pas parler de ça, donc vous verrez, je vous en parlerai déjà, mais le jour où ce sera sur la table. Ouais. Si vous êtes placé dans une situation où vous jouissez d'un pouvoir aussi exceptionnel, vous allez évidemment en abuser, vous allez évidemment perdre aussi le sens instinctif des limites. Mitterrand disait cela, la chose la plus difficile, c'est d'auto-limiter les abus de pouvoir que l'on pourrait commettre sans être repris là-dessus. C'est humain. Si M. Berset ne savait pas, ou si M. Berset ne l'a pas remarqué, c'est un très mauvais chef de département. Ce qui semble pas être le cas, c'est plutôt quelqu'un... Non, je pense que c'est un bon chef de département, qui avait une bonne maîtrise de ses troupes. Je ne pense pas qu'il ne savait pas. Et je pense que personne dans la Berne fédérale ne le croit. Dans 3 petites semaines, il quittera la grande scène politique suisse, une sortie par la petite porte suite aux affaires. Alain Berset aura brillé une dernière fois et pas mal éclipsé ses collègues du Conseil fédéral avec son ami Emmanuel. L'adieu d'un homme de pouvoir à la française, mais qui n'aura pas échappé à l'ADN collégial de notre gouvernement. Venez, on doit filer parce qu'on a un Conseil fédéral qui nous attend. Merci à vous d'être là.
Au Conseil fédéral, nous sommes 7, avec des expériences différentes. Et la question ensuite, c'est de maximiser son influence, ce que j'ai essayé de faire, ce qu'essaye tout le monde de faire, pour bouger un petit peu les lignes dans les directions qui me paraissaient plus justes que d'autres. Je vais sortir de cette activité vraiment sans regret. J'ai tout donné, donc voilà, le dossier est clos, c'est bien, j'ai fait le maximum, puis je peux passer à autre chose. Monsieur le Président de la Confédération, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez conditionné votre participation à ce reportage sur le fait que vous puissiez réagir à chaud. C'est fait, on a accepté exceptionnellement cette condition. Nous sommes lundi, vous venez de voir ce reportage. Qu'est-ce qu'il vous inspire ? C'est assez intéressant de voir tout un parcours politique. Vous savez, moi, je reviens rarement sur le passé. Je suis plutôt généralement tourné vers l'avenir. Et là, de revoir beaucoup d'images, beaucoup d'étapes importantes. Après, naturellement, c'est aussi un choix rédactionnel. Donc, moi, j'ai pris connaissance avec beaucoup d'intérêt de ce reportage. Il y a des éléments que j'aurais fait différemment, naturellement, mais c'est pas mon travail. Donc voilà, c'est intéressant pour moi de revenir sur ce parcours avec vous. Alors, c'est un peu exceptionnel pour nous. Hein. Pourquoi vous avez demandé à réagir à chaud après ce reportage ? C'est un problème de confiance avec les médias ? Vous savez, moi, j'ai vécu, et le reportage le montre bien, il y a quand même 12 ans au Conseil fédéral, 20 ans au total, et j'ai été à plusieurs reprises confronté à des moments où je réponds à des interviews, où j'accepte de me prêter à des travaux d'interview, et puis où, dans le fond, les propos ont été assez proprement dénaturés. C'est arrivé à plusieurs reprises, notamment dans la pandémie, il faut bien le dire, et donc j'ai renoncé depuis à simplement participer à un échange sans savoir, sans avoir aucune idée de ce qui allait en être fait. Parce qu'on peut... Un interview de 20 minutes, on peut en faire dire ce qu'on veut. On prend 20 secondes ici, 20 secondes là. Et donc, je trouvais que si vous souhaitiez que je participe, ce que je faisais volontiers, alors je souhaitais pouvoir réagir ensuite s'il y avait des choses qui paraissaient vraiment problématiques. Alors, je le répète, c'est exceptionnel pour temps présent. En général, on nous fait confiance. Vous allez vous remettre, vous allez vous en remettre. Certainement. Alors, depuis ce tournage, justement, vous l'évoquez dans le film, il y a les conclusions de la délégation des commissions de gestion qui sont tombées. Vous les avez évoquées un petit peu cette semaine. Le rapport est assez sévère. Il dit qu'il y a des indiscrétions à destination des médias qui ont provoqué une perte de confiance au sein du Conseil fédéral. Il parle même de menaces pour la bonne gouvernance de l'État. On voit, et c'est ce qui nous intéresse peut-être, les rapports assez étroits que vous entretenez à l'époque avec le groupe Ringier, qui édite entre autres Blick. Et c'est cette proximité avec ce groupe de médias qui a l'air d'alerter un peu nos confrères dans ce reportage. Vous pouvez le commenter, cette proximité avec ce groupe de médias ? En principe, pas trop, parce qu'en fait, les conclusions ont été données. Elles montrent qu'il n'y a aucun élément d'échange d'informations qui a abouti dans un article. À quoi serviraient alors des indiscrétions si ça ne peut pas finir dans des articles ? Donc ça montre bien que les contacts étaient d'une autre nature. Je me suis déjà exprimé à ce sujet. Moi, ce que j'ai regretté, très honnêtement, c'est que c'est un travail qui a été mené essentiellement pour tenter de montrer dans le narratif qui a été développé, d'ailleurs par la Weltwoche, vous citez beaucoup, par la NZZ, de montrer la responsabilité d'un seul département, alors que la situation est beaucoup plus complexe que cela. La pire crise que notre pays a traversée depuis quasiment 100 ans sur le plan sanitaire, 80 années depuis la Deuxième Guerre mondiale, je crois qu'on l'a très bien traversée. Ça fait tellement de mal à beaucoup, c'est tellement difficile pour beaucoup de monde de le reconnaître, on peut aussi le dire soi-même, mais globalement, ces contacts avaient une toute autre portée, étaient d'une autre nature, et c'est ce que montre bien le rapport. Alors, il y a un autre bord politique qui vous a beaucoup attaqué, en particulier sur votre vie privée. Vous dites dans le reportage, il y a des moments où tout est permis. Est-ce que vous estimez que durant ces 12 ans, il y a des limites en ce qui vous concerne qui ont été franchies, qu'on ne devrait pas toucher à la vie privée des ministres ? Il y a évidemment des limites qui ont été franchies. Lesquelles ? Des limites qui sont de nature pénale. Moi, je n'ai pas déposé de plainte pénale à l'époque parce que dans le fond, ce que je dis aussi, c'est pas possible malheureusement quand on est en fonction de se défendre, de commencer à entrer dans ce jeu-là. Et certains en profitent. Donc il y a naturellement des choses assez graves qui ont été faites, qui sont pas tolérables et qui, je crois, nuisent au fonctionnement aussi de nos institutions. Moi, j'ai aucun problème si on veut m'atteindre sur le plan politique. Débattons de tout, faisons des majorités, travaillons sur le plan politique. Mais si on n'y arrive pas d'utiliser d'autres moyens, c'est naturellement pas extrêmement correct. Ça peut arriver. C'est aussi un avertissement pour celles et ceux qui veulent s'intéresser aujourd'hui à la politique. Il ne faut pas tolérer tout et n'importe quoi. Mais dans le fond, moi, ça ne m'a jamais empêché de faire mon travail et de tout donner pour mon action. Mais dans un cas où vous pouviez être victime de chantage, vous acceptez l'idée que les médias s'intéressent quand même à la vie intime d'un ministre ? C'est important, c'est un enjeu ? Si ça avait été le cas, je n'aurais jamais déposé de plainte pénale pour faire cesser cette atteinte à mes droits.
J'aurais essayé de le cacher, ou que sais-je. Donc non, rien ne tient. Mais il y a beaucoup de narratifs qui se développent. Ça a été le cas avec ce qu'on a appelé ces Corona Leaks. Il y a un narratif qui commence, d'ailleurs souvent par la Belle Tourée, c'est toujours à la base des informations que vous diffusez ensuite. Alors après, c'est à vous de critiquer ou de questionner ces choses-là. Parlez beaucoup de cela, mais aucun mot sur les 29 votations populaires que j'ai menées comme membre du Conseil fédéral. Et très peu de choses sur la gestion de la crise Covid, malgré tout. Alors c'est un choix rédactionnel que vous pouvez faire. Moi, j'ai pas de problème avec ça, vraiment pas. Mais je crois qu'on doit toujours être un peu critique aussi sur la manière d'aborder les choses et du regard qu'on porte sur les choses. Qu'est-ce que vous retenez de votre expérience avec les médias durant ces 12 ans de vie au Conseil fédéral ? Écoutez, je crois que les médias sont soumis à très très forte pression, menaces. On voit les réformes régulières ou les changements ou les pressions financières qui existent sur les médias, et c'est naturellement quelque chose de préoccupant. Dans une démocratie directe, on a besoin d'un monde médiatique extrêmement vivant, qui défend une très très haute qualité, qui ne se laisse pas emmener un peu comme le vent à gauche, à droite, en fonction des pressions qui peuvent exister. Et ça, c'est naturellement lié à un financement qui soit stable, qui soit fort, et qui permette cette indépendance. Ça, c'est un élément. Et puis l'autre élément, c'est que cette diversité soit garantie naturellement dans toutes les régions linguistiques. Moi, j'ai eu beaucoup de travailler avec les médias, naturellement, pendant la période Covid. On avait des conférences de presse toutes les semaines, il faut imaginer ce que ça veut dire, même des fois 2 par semaine. Et c'est important de comprendre les différences de rôles, mais aussi un fonctionnement, dans le fond, avec des rôles différents, mais autour de sujets qui sont identiques, le Covid en l'occurrence. Cette lumière des médias, vous allez l'éteindre un peu, j'imagine. Ça va vous manquer ? Je crois pas. Vous savez, moi, j'ai, durant toute ma vie politique, eu une passion, un intérêt pour l'influence qu'on peut prendre sur des dossiers, qu'est-ce qu'on peut apporter à l'organisation de la société. Et pour moi, cette visibilité, parfois extrême, a été plutôt lourde à porter. J'aurais bien préféré pouvoir avoir la même influence sans avoir la visibilité. Mais ça, c'est naturellement pas possible dans le monde dans lequel on vit. Et donc, je serais très, très heureux de pouvoir changer de costume, changer d'activité, et puis pouvoir aussi un peu reculer en termes de visibilité. Servir et disparaître, c'est vraiment Alain Berset, ça ? Oh, je ne vous ai pas dit servir et disparaître. Servir, c'est une chose. Que veut dire disparaître ? Vous savez, on vit dans un monde... Moi, j'ai 51 ans actuellement. Je vais maintenant passer vers un nouveau chapitre de ma vie. Je n'ai certainement pas l'intention de disparaître dans un couvent et de plus jamais apparaître publiquement. Non, je vais changer d'activité. Couvent, je pense pas. Non, je vais changer d'activité et puis on verra bien ce qui va se passer. Mais je crois que c'est aussi sain que l'on puisse mener une activité politique et qu'on ne soit pas obligé ensuite de se soumettre à une mort sociale. Ce serait un peu bizarre quand même. Monsieur le Président, merci beaucoup pour cet entretien et on vous souhaite tout le bonheur. Merci à vous, pareillement.